Bonjour, c'est encore Kate Evan d'Audible. Audible, l'appli des livres audio et des podcasts, est ravie de soutenir à nouveau Transfert, le podcast qui nous tient toujours en haleine. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode ? Bonne écoute! À la fin des années 90, je me souviens d'avoir vu Ennemi d'État avec ma grande sœur. Comme d'habitude, avec les thrillers aux intrigues policières, j'avais adoré sans rien comprendre. Et j'avais seulement retenu que Will Smith s'était fait embarquer, malgré lui, dans des affaires très très graves. Ensuite, je m'étais longtemps demandé ce qui m'arriverait si du haut de mes 12 ans, on me glissait une disquette secrète contenant des secrets d'État dans mon cartable. Et depuis, je pense régulièrement à Will Smith et à ce dont je serais capable si ma vie tranquille se transformait soudain en polar. Il faut vous dire que je suis généralement tétanisée quand je croise quelqu'un que je connais vaguement dans la rue, parce que je ne crains de ne pas savoir quoi lui dire. Donc c'est vous dire ma capacité à gérer l'imprévu. Donc que m'arriverait-il si j'étais Will Smith dans Ennemi d'État ? Et que vous arriverait-il, à vous, si soudain votre quotidien était fendu en deux, si vous étiez confronté à une situation hors norme, à une très grande violence? De quelles ressources votre esprit, votre corps peuvent-ils alors faire preuve ? Vous écoutez Transfert, et cet épisode est une histoire de violente rupture dans la normalité, réalisée par Gabriel Ramin. C'était dans la nuit du 5 au 6 février 2018, il y a un an pile. Le début de l'histoire, le point de départ est effectivement dramatique et très intense et très violent, mais les 6 mois qui ont suivi ont été une parenthèse pour moi, en termes d'émotions, de sensations, de connaissances sur soi. C'était vraiment hyper riche. J'ai 39 ans et à ce moment-là, on me décrit comme une personne hyper dynamique, enjouée, toujours très positive dans l'action. J'ai tendance à voir le verre vraiment à moitié plein, beaucoup plus que la moitié. Et voilà, et je prends la vie comme elle vient. C'était le lundi 5 février, un lundi soir. Je fais de l'apnée en piscine et donc je reviens vers 22h30 chez moi. J'ai une double porte pour accéder à mon immeuble. Je note rien de spécial quand je rentre à l'intérieur de l'immeuble, ni dans mon bâtiment et encore moins quand je rentre chez moi. Et j'habite dans un appartement qui fait 30 mètres carrés. C'est une grande pièce divisée en deux avec une verrière qui sépare la pièce principale de la chambre. J'arrive, je commence à grignoter un peu, peut-être à mettre une série en route sur mon ordi, quelque chose comme ça. Tout d'un coup, j'entends du bruit dans la cage d'escalier. J'entends des voix. J'entends une voix que je reconnais, qui est celle d'un de mes voisins. Et cette personne, un homme, cette personne parle à un autre homme. Je sens que c'est un inconnu, mais il lui parle correctement. Correctement dans le sens où il lui dit « Monsieur, vous ne devriez pas être là. Monsieur, vous devez sortir maintenant. » Il lui parlait un peu comme un enfant. Vous devez sortir maintenant, c'est une propriété privée, il faut partir. Je m'approche de ma porte et je reconnais mon voisin en boucle et je l'entends assez clairement. Donc je le situe au 3e étage. Je suis au dernier étage, moi, au 4e. Je m'approche encore plus de la porte jusqu'à mon œilleton. Et je regarde très brièvement dans l'œilleton. Et à gauche de l'œilleton, je vois un homme noir, grand, dans la cage d'escalier. En fait, je vois qu'il est... moi, je suis au 4, lui, il est au milieu de l'escalier. Je ne vois pas mon voisin, mais vu le son de sa voix, je suppute qu'il est au 3e étage, sur le palier. Et là, eh bien, je ne peux pas dire sans réfléchir, parce que je sais que j'ai réfléchi à ce moment-là, mais j'ai ouvert la porte. Ça se passe très vite. J'ouvre la porte, c'est comme si c'était un lion. Il bondit, je sens déjà ses muscles sur moi, et j'essaie... Ça dure même pas une seconde.
En plus, je suis occupée, je m'entends crier en même temps, qui est je sors d'énergie pour rien, vu qu'en 2 secondes, il m'éjecte, pas par terre, pas du tout, mais il m'éjecte et il m'éjecte, il me pousse et il est à l'intérieur de chez moi. En 2 secondes, c'est fait. Il est face à moi, il est 2 mètres devant moi et il me regarde et puis surtout, je vois, comme il ne savait pas chez qui il rentrait, il regarde l'appartement. Il sait pas s'il est rentré dans un 100 mètres carrés, un 20 mètres carrés, si j'ai une famille, des enfants, 4 maris. Et donc là, il voit il décode assez vite que je suis seule, que c'est assez réduit chez moi. Je pense qu'il voit qu'il y a beaucoup de fenêtres. Il inspecte de bout en bout l'appartement très très vite. Il marche dans l'appartement, il me regarde, je le regarde. Et là, il commence à me parler. Je suis debout. Il est face à moi, à 2-3 mètres. Il ne s'approche pas. Et là, je le sens très apeuré. Il commence à me parler en anglais, en me disant que la police dit qu'il a tué quelqu'un, mais ce n'est pas vrai. Police say I killed him, but I didn't kill him. It's wrong. I didn't kill him. Ok. Donc là, évidemment, je vais dans son sens. Je lui parle en anglais aussi, tout en sachant que mon voisin est évidemment toujours derrière la porte. Et en fait, rapidement, on commence à lui dire qu'il faut qu'il parte parce que la police va arriver. Et donc, je lui dis, écoute, on va sortir ensemble, je vais ouvrir la porte et tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Et là, en fait, je lui dis, elles sont où les clés? Et là, il me dit, elles sont là, il me les présente et il les a mis quelque part dans on va dire, ma cuisine ouverte. Et donc, je lui dis OK. Et là, je dis OK, je prends les clés et on va aller ensemble à la porte. Donc, je dis, regarde, je prends les clés, je fais pas de mouvement brusque, on y va. Et on arrive vers la porte. Et je lui dis, écoute, il y a 2 tours. Ça va se passer hyper bien, regarde, il n'y a pas de bruit, la personne est là, on y va. Je fais un tour. Là, je me dis, c'est bon en fait, dans 2 minutes, c'est fini. Je lui dis, OK, je fais le 2e tour. Et là, je commence à faire le 2e tour, dire, non, 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 non. Et là, il me prend les clés des mains et là, il les met dans sa poche. Et là, je me dis, c'est foutu. Je suis partie pour quelque chose de très compliqué. Et là, ça prend une autre tournure. Et donc là, je comprends que mon voisin part. Et je lui cours pas après, je lui dis pas où t'es, parce que je me doute qu'il va appeler les flics, en fait. On se retrouve à nouveau face à face, et j'observe qu'il n'est pas sur moi. Quand je dis pas sur moi, c'est-à-dire qu'il est toujours à 2-3 mètres de moi. Et je sens qu'il ne va pas, entre guillemets, me toucher. Il ne va pas me maltraiter. Il ne va pas me prendre le bras. Il ne s'approche pas de moi, n'est pas vindicatif, ne me fait pas de mal. Je le sens toujours très apeuré. Il est encore en boucle, toujours sur la police. Il voit de la bouffe, il voit une bouteille de vin ouverte. Il commence à la boire au goulot. Il grignote des choses qu'il voit traîner. Et moi, je commence à m'asseoir sur le canapé. Et là, j'observe que, donc évidemment, mes pensées vont 2000 à l'heure, parce que là, je vois qu'il y a quelque chose d'inédit qui est en train de se passer. Que je suis en train de vivre un événement. Je me rends compte que mes pensées sont hyper confuses. Plein de choses arrivent dans ma tête et je me rends compte que les informations ne sont pas du tout au même niveau. À la seconde 1, je pense à ma famille. À la seconde 2, je pense à la réunion que j'ai chez un client le lendemain. À la seconde 3, je repense à des garçons avec qui je suis sortie il y a 1 an, 2 ans, mais tout est dans tous les sens. J'ai des pensées un peu inavouables, des gens à qui je pourrais raconter cette histoire qui me semble... En fait, je ne prends pas du tout la mesure du drame encore, de ce qui va m'arriver. Mais en même temps, je la vois, mais en même temps, j'ai honte de mes pensées. Et 2 secondes après, là, quand même, je pense à ma famille. Et je me dis, ah, mais c'est pas possible. Pas question d'envisager la mort. Ils ne s'en remettront pas. C'est très bizarre. En parallèle de ça, il est face à moi, toujours. Moi, je suis assise et lui, il est debout. Il bouge énormément comme une sorte de boxeur sur un ring. Il ouvre les tiroirs où il y a les couteaux et les fourchettes et il me regarde et me dit
Il me demande en anglais si j'ai pas des couteaux plus gros. Et je lui dis non. Je lui dis que j'ai pas de couteau pour découper le rôti et qu'il va falloir faire avec. Et donc il prend un couteau en main. C'est un couteau à cran, c'est un couteau à viande style un couteau à viande hippopotamus. Donc il commence à avoir un couteau dans la main. C'est quand même s'il est petit, ça reste toujours impressionnant, vu quand même il se balade avec dans l'appartement. Clairement, moi à ce moment-là, je pense qu'il est drogué, alcoolisé ou drogué. Et il commence à se diriger vers la fenêtre et je vois qu'il s'inquiète de est-ce que la police est dans le coin. Donc c'est assez étrange parce qu'à la fois, il a pas l'air dans son état normal. Néanmoins, je vois quand même qu'il a des onces de réflexion quand même parce qu'il se dit ok, bizarre, ça fait peut-être 20 minutes que je suis là et il faut voir si la police arrive. Donc il ouvre la fenêtre, il galère avec les rideaux, il me demande de l'aider avec les rideaux. Donc ça veut dire que je m'approche de la fenêtre, mais je me recule assez vite. Parce que j'ai peur. J'ai peur qu'il me balance par la fenêtre. Et quand je me recule, j'ai le temps de voir qu'il y a une berline juste en bas de l'immeuble, juste en face de ma fenêtre, et qu'il y a 3 mecs sur le capot, et ces 3 mecs l'enchaînent direct et commencent à lui parler. Et ça, je trouve ça ahurissant. Je comprends pas. J'arrive pas à mettre les choses bout à bout. Et les mecs commencent à lui parler direct en disant hey mec, mais qu'est-ce que tu fais faut quitter l'appartement, là. La dame, elle a rien. La dame, faut la laisser tranquille. Regarde, il y a personne dans la rue. Il n'y a pas de police. Les flics, ils sont pas là. Et là, l'agresseur leur répond direct. Il est quelque part rassuré qu'il n'y a pas la police, mais bon, ça lui plaît pas que les mecs lui parlent. Donc, il referme les rideaux et il referme la fenêtre. Et là, il revient vers la cuisine. Et il voit des cigarettes, et là, il commence à me dire... il me dit rien, d'ailleurs, il prend une cigarette, et c'est moi qui lui demande si je peux fumer avec lui. Je crois qu'on parle pas trop, je pense que c'est le genre de cigarette qu'on fume en 4 lattes, parce que c'est complètement nerveux, en fait, finalement, j'en profite pas du tout pour commencer une discussion, parce qu'au final, à ce moment-là, je lui demande pas son prénom, je lui demande pas d'où il vient, je lui demande pas sa vie, s'il a fait... Pourquoi, je creuse pas, et je crois qu'on parle pas à ce moment-là. Il éteint sa cigarette et là, j'ai l'impression qu'il a pris une décision. Il me demande où est le téléphone. Je sais que j'ai 2 téléphones, un pro et un perso. Le pro, il est sur le canapé, sur lequel, pour l'instant, il s'est pas trop concentré. Et le perso est sur mon lit, dans ma mini-chambre. Et là, je lui montre le perso. Donc, on rentre un peu dans ma chambre. Et je débloque le téléphone et je lui dis tiens, quoi. Et il reste dans cette chambre. Évidemment, cette chambre, elle est à 1 mètre de moi, 2 mètres de moi, mais il est quand même un peu en retrait. Il me tourne le dos, parce que je pense qu'à ce moment-là, lui aussi, c'était pour lui un moment personnel. Et moi, je retourne assise sur le canapé. Et vu la tonalité, en fait, je comprends qu'il appelle quelqu'un qu'il aime. Et là, je me dis, ça envoie pas, c'est pas du tout bon signe pour moi, vu que c'est pour moi le dernier coup de fil. Et je suis assise sur le canapé. Je sais que mon téléphone est en mode lune, donc je sais que au cas où, si quelqu'un me répond, ça va pas sonner. Et là, gros coup de bol, je m'entends bien avec mes voisins, j'ai leur numéro de téléphone. Et là, je commence à textoter. J'écris couteau, couteau, peur, drogué, drogué, il va me tuer. Il va me tuer. Et très vite, mais quelle chance, ma voisine me répond. Elle me répond, on est là. Et là, je sais pas, je me raconte que c'est pas les voisins, en fait. Je sais déjà que la police est sur place. En tout cas, c'est ce que je crois. Au même moment, donc la personne, l'homme, finit sa conversation. Et là, ça s'accélère. Ça s'accélère et ça va pas dans le bon sens. Il arrive vers moi et là, il commence à me donner des ordres. Il me dit « Now, we move ». Et il commence à me dire de m'asseoir sur une chaise. Je vois qu'il me désaxe par rapport à la porte. En fait, mon canapé est dans la droite ligne de la porte. Et là, je vois qu'il me désaxe par rapport à la porte. Moi, je me projette. Quand la police va rentrer, ils vont pas me voir directement. Ils vont pas savoir où je suis. Et il va choisir un 2e couteau. Et il commence à se mettre derrière moi. Et il commence à jouer avec les couteaux dans mon cou. Il répète le geste. Moi, je ne dis rien. Et il est en boucle sur police, police. Et en fait, dès qu'il y a un bruit dans la cage d'escalier, même si là, à ce moment-là, la copro est hyper silencieuse, dès qu'il y a un petit bruit, il dit police. Et je dis non, la police, elle est pas là, la police, pas là. Moi, je chuchote presque. La lame touche mon cou et ça fait le va-et-vient.
La lame ne rentre pas dans mon cou. Là, des nouvelles pensées, évidemment, arrivent. Je me dis que je vomis pas. Je me dis que je me fais pas pipi dessus. Que là, c'est 50-50. L'esprit commence à intellectualiser le drame qui va arriver et il envoie déjà des signaux pour se protéger, pour le mal physique qui va arriver. Donc moi, je me raconte en fait que c'est une course contre la montre. Je me raconte que les flics sont déjà là, qu'ils sont en bas, qu'ils se préparent, et que dans 5 secondes ou dans 10 minutes, pas de 5 secondes, mais dans un quart d'heure max, l'assaut va être donné. Et je regarde les couteaux et je me dis, OK, bon, les couteaux, bon, OK, c'est des couteaux moyens, mais je peux m'en sortir. Il a pas l'air je sens qu'il va le faire, mais il a l'air quand même assez amateur. Avec du bol, je vais pouvoir m'en sortir. On reste quelques secondes comme ça, et en fait, on reste que quelques secondes, ça va très vite. Et là, il m'approche de la salle de bain. Et il reprend ses gestes. Et ça dure 3 secondes. Et là, il me dit non, we move again. Et là, on est pour de bon dans la salle de bain, tous les deux. Il est derrière moi de 3/4. Dès qu'il entend un bruit, il est au taquet. Et moi, je dis non, il n'y a personne. Et moi, je commence à me mettre en position un peu comme on nous demande d'être en position dans un avion, dans les consignes de sécurité, un peu prostré en avant. Et on attend. Bon, je sens que la fin est proche. Je le sens hyper tendu et je le sens vraiment aux aguets de n'importe quel bruit. Je commence machinalement à mettre mes mains dans le cou et là, il me dit non. Et il commence à me taillader les mains. Et quelques secondes passent, mais vraiment très peu. Et en fait, il y a un bruit. On entend un bruit dans la cage d'escalier. Voilà ce qui se passe pour moi à ce moment-là. À ce moment-là, je ne sais pas si je suis debout, assise, toujours dans la salle de bain ou si je me suis déjà extraite. Je sens des coups de poing. C'est très diffus. Ça fait pas si mal que ça. Globalement, l'information qui arrive à l'esprit et au corps est trop difficile, trop importante. Elle ne peut pas la digérer. C'est comme si mon corps, mon esprit étaient liés, bien sûr. Et c'est comme si les plombs avaient sauté. C'est le noir total. Je ne sais plus où je suis. Je sens des douleurs, mais totalement gérables. Ça dure très peu de temps. Je m'entends crier. Et en fait, je sens qu'un seul coup, où là, je sens vraiment la lame, et surtout la lame qui ressort, et le sang qui gicle, un bouchon de champagne. Je me dis, le con, il m'a eu sur ce coup-là, je vais mourir là-dessus. Et en même temps, je vois un visage cagoulé, casqué. J'ai l'impression qu'il a 10 cm de ma bouche, et c'est fini. On arrive très vite à l'hôpital. Là, ça redevient un peu urgence, les portes battantes. Et je sens qu'on a attendu. On fait 10 mètres, je sens qu'on arrive dans l'urgence. Et là, il y a 10 personnes qui sont autour de moi. Et je vois que le médecin qui était avec moi dans le camion fait la passation. Et elle dit... elle commence par dire c'est une prise d'otage. Et là, j'entends et je me dis ah ouais, c'était ça en fait. Je me réveille, je sais pas du tout quelle heure il est, et ma famille est là. C'est comme s'ils arrivaient un à un. Il y a d'abord mon père, ma mère, ma sœur et mon beau-frère. Et mes parents s'approchent, ils font un peu des baisers, pas des baisers de la mort, c'était plutôt des baisers de la vie, mais je vois qu'ils sont un peu gênés, ils savent pas où trop m'embrasser. Et je me rends compte que je sais toujours pas ce qui se passe autour de mon visage. Et ma sœur s'approche, et je vois avant elle est au bout de mon lit, et je vois qu'elle se donne une sorte, peut-être que je l'imaginais, mais qu'elle hausse les épaules avant de s'approcher, genre elle se donne du courage. Et donc elle est tout proche de moi. Je sens ses mains qui sont toutes fraîches, et je sens son odeur, son parfum, je reconnais son toucher. Et je lui demande
Et je lui demande où sont mes plaies, en fait, parce que je comprends pas. Je sais pas où c'est, en fait. Je me rends compte qu'il y a a priori, j'ai été blessée à plusieurs endroits, mais je ne sais pas où. Et surtout, je lui demande si j'ai quelque chose au visage, parce qu'on sait tous à quel point, évidemment, c'est important. Et donc, elle me dit, non, t'as rien au visage. Donc, c'est une première bonne nouvelle. Et elle compte, et elle me dit, 1, 2, 3, 4. Et elle me dit, t'as 10 coups. Peu de temps après l'arrivée de mes parents, la police arrive. Du coup, hyper rapidement. Ils me demandent si je suis en mesure de parler. Je sens que je suis un peu encore dans les choux, mais oui, les événements sont très clairs pour moi et je suis pas du tout en bad, dans le sens très émotive. Je peux tout à fait parler. Ma sœur reste avec moi et je commence à raconter la manière dont j'ai vécu l'histoire. Et je comprends assez rapidement qu'ils connaissent l'identité de la personne. Donc en fait, l'agresseur était en plein délire, il était schizophrène. Et il était dans une bouffée délirante. Il confondait la réalité et la fiction. Et il était persuadé en fait que la police était après lui, que cette police l'accusait d'un meurtre qu'il n'avait pas commis, et que la police lui courait après pour l'emprisonner. Je reste à l'hôpital une semaine. Ensuite, je rentre en Bretagne, dans ma maison de famille, pour me reposer, et aussi tout simplement parce que je ne peux pas rentrer dans mon appartement. Et d'abord mis sous scellé, et ensuite les travaux commencent. Arrivé donc dans ma maison familiale en Bretagne, je me rappelle que le premier soir, donc on se met à table, tout était nickel, feu de cheminée, le bon repas, limite mon repas préféré, et on s'installe à table. Et je me sens vraiment très entourée des miens. Et en fait, la première pensée la pensée que j'ai, c'est où il est lui? Je me dis qu'il est tout seul. Je l'imagine dans une salle d'hôpital, une chambre d'hôpital, sûrement déconnecté de toute réalité, de sa famille. Je me dis, moi, je suis entourée des miens et lui, il est tout seul. Dans les semaines qui ont suivi et régulièrement, dans les mois qui ont suivi, j'ai toujours des pensées ponctuelles sur... je me demande si quelqu'un vient le voir, vient lui rendre visite. Est-ce qu'il comprend qu'il est à l'hôpital psychiatrique? Je me demande même si... j'ai même eu des pensées je me présenterai à l'hôpital psychiatrique. Alors qu'en même temps, on m'a proposé d'avoir une audience avec lui et j'ai dit non. Dans ces moments-là, dans ces moments de prise de décision hyper rationnelle, il y a la justice. Dans ces moments-là, je suis évidemment très rationnelle et il était hors de question pour moi de le revoir. Je ne veux pas le revoir. J'ai même oublié son visage. J'ai sa silhouette en tête. J'ai son jean, son haut, mais son visage, dès le lendemain, c'était impossible. Je pouvais le croiser dans la rue, je n'aurais pas pu le reconnaître. Alors que je sais très bien que mon cerveau, son visage est dans ma tête. Mais je ne sais pas où elle est. Je n'arrive pas à le revoir. Je ne sais plus à quoi il ressemble. Je ne sais plus à quoi il ressemble. 2 semaines après l'agression, je reçois un texto d'une personne que je connais pas. C'est quelqu'un qui se présente comme le commissaire qui était présent ce soir-là lors de l'agression et qui se dit avoir été en charge de l'assaut, qui exprime toute sa sympathie, il me dit qu'il est hyper heureux voilà, de savoir que je me porte bien, que j'avance, que je suis entourée de ma famille. Au fil des textos, il me propose une rencontre avec lui et ses hommes. Car il me dit que la brigade serait hyper content de me rencontrer, de me voir, parce que voilà, on leur apporte que je vais bien et que voilà, ce sera un moment heureux pour eux aussi. Je les rencontre fin mai à leur caserne. Ils viennent me chercher à mon domicile en voiture à 22h30. Je comprends qu'évidemment, pas d'alcool. Je dis, bon, évidemment, j'amène des gâteaux. Donc, je vais dans la meilleure pâtisserie de mon quartier. J'achète pour 100 balles de gâteaux. Et j'arrive donc à la caserne, une sorte de caserne de pompiers. C'est évidemment très impressionnant. Je suis accueillie par le commissaire. Ils sont tous en tenue. Donc, j'arrive dans un tout petit bureau. Il me présente. Donc, en plus, il me présente avec les petits prénoms, les petits noms. Et il me dit, bon, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette en salle de réunion. On va faire un débriefing. Et là, je comprends que c'est hyper ritualisé, hyper solennel. Je sens que c'est pas un verre au comptoir, quoi. Donc, on se met dans une salle. On est en U. Et en introduction, voilà, le commissaire dit que voilà, ça a été... ils sont pas sûrs d'avoir pris les bonnes décisions. Pour eux, évidemment, ils sont hyper heureux parce que la résolution est positive, mais que ça s'est pas passé... je comprends que ça s'est pas passé idéalement et moi, je comprends pas tout de suite. Et donc, il m'invite à raconter mon histoire, que je raconte. Le commissaire me laisse finir. Ils ne disent rien. Et le commissaire enchaîne en disant, voilà, c'est bien de t'entendre. Puis, en fait, maintenant, nous, on va te raconter comment nous, on l'a vécu. Et en fait, on va te raconter que
Ça s'est pas passé exactement comme tu penses. La première info, c'est que le bruit que l'agresseur et moi avons entendu, c'était pas du tout eux. En fait, il me raconte que quand la personne a commencé à m'agresser, et donc quand j'ai a priori hurlé à la mort, la colonne était en fait toujours en bas de l'immeuble, dans ma cour. Ils étaient en train de se préparer, mais ils n'étaient pas du tout prêts. Ce qu'ils avaient prévu, c'était d'utiliser un bélier à vérin hydraulique qui demande une certaine mise en place, c'est-à-dire mettre des comme une sorte de ronds sur la porte à plusieurs endroits pour la faire sauter. C'était ça le plan. Et en fait, du coup, ils sont dans la cour. Je commence à hurler et là, ils se disent merde. Ils commencent à la poignarder. Donc, ils montent 4 à 4 à l'appartement. Et ils se rendent compte qu'ils vont pas pouvoir défoncer la porte, pas à main nue, mais avec un bélier à manuel. Du coup, bon an, mal an, ils installent le bélier à vérin hydraulique. Ça se fait normalement sur la base de télécommande. Ils le mettent pas très bien. Et ils le font sauter. Et en fait, ils arrivent à défoncer le bas, mais pas le haut, ou l'inverse. Globalement, il doit finir au bélier manuel. Et enfin, il rentre. Donc ça, je le raconte en 4 secondes. Mais en fait, dans la vraie vie, ça dure au moins 2 minutes, en fait. Et donc déjà, c'est pas un choc, mais je comprends en fait que ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, le moment où il m'a poignardé. Donc je me rends compte que je suis restée au moins plus de 2 minutes avec le gars sur moi. 2 minutes, c'est très long. Et en fait, quand la colonne me raconte ça, je recoupe cela avec une autre information que j'avais mis de côté, mais que je n'avais pas réussi à traiter parce que, évidemment, je ne me rappelais pas. En fait, il s'avère que lorsque j'ai fait ma déposition à la police judiciaire, il me laisse parler et il commence aussi à me dire, vous savez, madame, les victimes, elles ont le temps s'élargit, se réduit, vous allez voir, il ne faut pas s'inquiéter, le temps n'est plus... Voilà, c'est un temps spécial pour la victime. Il me dit, tout est OK pour nous, il n'y a pas de souci, je vais vous demander juste une chose. Vous me parlez toujours de 2 couteaux. Toujours 2 couteaux. Vous êtes sûr? Je dis, oui, bien sûr, moi je suis sûre. Il me dit, en fait, on en a trouvé 4. Alors, je dis, ah non, c'est pas possible. Vraiment la naïve de la crèche. Je dis, non, je suis sûre, hein, j'étais toujours là, c'était 2. Puis, je me vois pas prendre des couteaux moi-même pour me battre, clairement. Il me dit, bon, je vais vous montrer les photos et vous allez me dire si c'est bien les vôtres. Et donc, je reconnais effectivement 4 couteaux à moi, les 2 que l'agresseur avait avec moi, et 2 autres, aussi ensanglantés. Et il y a 2 couteaux où la lame est totalement courbée, et il y a 2 autres couteaux où il n'y a plus de lame. Donc, là, je dis, non, je comprends pas, et tout ça. Bon, finalement, je mets ça de côté, alors que ça peut paraître bizarre de mettre ça de côté, mais bon, je ne savais pas quoi en faire. Je dis, je sais pas, bon, bref. Et en fait, quand les mecs de la BAC me racontent que je suis restée 2 minutes avec le mec, en fait, je me rends compte que l'agresseur a commencé à me poignarder avec 2 couteaux. Et qu'en fait, pendant les 2 minutes, il a eu le temps de se rendre compte que les couteaux étaient courbés, qu'ils ne servaient plus à rien, et que le mec allait faire un rechargement, quoi. Qu'il allait faire le refill dans ma cuisine, il allait prendre 2 autres couteaux. Je reste une semaine à l'hôpital. Ensuite, je repars en Bretagne en famille le temps que mon appartement soit remis en état. Et je reviens finalement assez vite à Paris pour commencer les soins. Donc les soins, c'est beaucoup de kiné, évidemment psychiatre, psychologue, pour commencer une thérapie. Et commence un suivi de 6-8 mois, hyper régulier, hein, bien sûr, avec une psychologue. Et je reprends le métro toute seule. Au début, mes parents sont « T'es sûre ?» et tout. Je dis « Ouais, c'est bon. » Donc, je vais même faire ma déposition à la police judiciaire à Louis Blanc toute seule. Pareil, les mecs sont dit « Ah bon, vous êtes venue toute seule ?» Ouais. Bon, voilà, ça se passe bien. Et un soir, je vais rejoindre un copain pour boire un verre. Je me rappelle être dans la ligne 14, toute seule donc. Et je suis assise et je commence à avoir des bouffées de chaleur. Donc, je me sens pas très bien. Et pourtant, il n'y a pas grand monde, hein, mais j'ai un sentiment d'oppression. Je sors péniblement de la rame et je suis à Châtelet. Et là, je marche et je me rends compte que je vais mettre 3 heures à sortir, qu'il y a d'hyper longs couloirs avant de sortir et prendre l'air. Je me sens pas bien. Je me sens pressée. Je sens que je vais tomber. Je ne sais pas pourquoi.
Je fais appel à quelqu'un, un homme, et je lui dis: «Je me sens pas bien, est-ce que vous pouvez, vous me soutenir?» Et il me dit: «Mais oui, oui, pas de problème, mais vous allez tomber dans les pommes? Vous voulez vous asseoir?» Et je dis: «Non, non, non, je vais pas tomber dans les pommes. Je vais juste que vous me souteniez. Je vais tomber, mais non, non, je vais pas tomber dans les pommes, mais vous me soutenez jusqu'à la sortie, c'est long et tout ça». Il me dit: «Ouais, très bien». Il me sort, il me met sur un banc et là, je lui dis: «C'est bon, vous pouvez me laisser, ça va, je me sens bien, ça va mieux». Effectivement, c'était passé. Je rejoins mon pote, j'en fais pas trop état et finalement, je prends un Uber pour rentrer, tout va bien. Donc là, au début, c'est ponctuel et puis après, bon, ça rapidement, en 2 jours, hein, ça va très vite. Je me sens pas capable de sortir. Je me rends compte que, quand il faut traverser la rue, si c'est des 2 voies et qu'il y a un plot au milieu, c'est impossible. Je peux pas faut que je marche sur, le terre-plein au milieu parce que si je reste immobile, je vais tomber, c'est sûr. Si, si on arrive à un feu rouge et que c'est, pour les piétons, si c'est rouge, je dis: «Non, non, non, on continue, on s'arrête pas, je ne peux pas m'arrêter. Là, je suis lancée, il faut que je marche». Évidemment, on reprend, hyper rapidement rendez-vous chez le médecin pour dire: «Tadam! Les symptômes sont arrivés, il va falloir passer à la vitesse supérieure en termes de médicaments». Mais surtout, je demande très vite à m'expliquer. Je dis: «Les médicaments, ils vont mettre quelques jours à faire de l'effet. Déjà, je vais me sentir hyper bien si vous m'expliquez d'où ça vient. J'ai besoin de comprendre et tout ça». Et elle me dit: «OK, il y a pas de souci, je vais vous expliquer». Donc l'agression, donc c'est un événement évidemment, très difficile et en fait, c'est un danger. Il s'est passé un grand danger et qu'est-ce qui se passe quand l'humain sent un danger? Bah, il veut s'échapper, il veut courir, en fait. Et vous n'avez pas pu courir parce que, bah, vous étiez emprisonné dans votre propre appartement. Et donc là, votre cerveau, il vous fait, entre guillemets, «rejouer la scène» et il vous montre par sa surpuissance. Oui, en fait, il a été très bon pendant le moment, dramatique, pendant l'événement et maintenant aussi, c'est sa manière un peu de prendre sa revanche et de vous dire: «Bah, ouais, tu vois, si je veux te faire comprendre que tu ne peux pas t'échapper alors que tu le souhaites, et bah, je te le montre et là, tu ne peux pas t'échapper». Et effectivement, quand les symptômes sont arrivés, que j'étais dans la rue, mais c'était impossible pour moi de faire, 5 pas rapides. À la fois, j'avais le sentiment de m'écrouler, mais surtout, j'ai l'impression que quelqu'un se confrontait à moi. Je ne pouvais pas avancer, plus vite qu'une grand-mère. Mes parents me tenaient le bras. J'étais vraiment voilà, une petite personne âgée et je marchais comme une petite vieille. Comme, bah, je me sens bien, je commence bah, à planifier des rendez-vous pour voir des gens que j'avais pas vus à l'hôpital ou voilà on va dire entre guillemets «mon deuxième cercle d'amis», que voilà qui était pas voilà que j'ai pas vu jusqu'à présent. Donc je prends les transports en commun et effectivement, on me renvoie toujours, «Ah bon, tu prends les transports, c'est pas ça va et tout?» «Ouais, ouais, ça va», et donc je suis à nouveau seule parce que jusqu'à présent j'étais très entourée. Donc là, les périodes de transport sont des périodes où je suis seule. Et en fait, je commence à avoir des pensées du type, si je vois quelque chose de pas cool, si je m'interposerai, ça c'est sûr. En même temps, je me dis: «Mais bah, ça t'est jamais arrivé, ça fait 40 ans que tu vois régulièrement des choses pas cool et régulièrement tu ne fais rien». Genre même une personne, une nana qui se fait engueuler dans le métro alors qu'elle y est pour rien, tu dis rien, tu baisses la tête comme tout le monde donc mais non, là, j'ai un sentiment profond je vois que j'ai un peu de révolte ou de vengeance. Ouais, je me dis: «Non mais si je vois quelque chose, basé sur une injustice», je me dis: «Ah non mais là, je le défonce». Je le défonce et je me dis: «Mais je m'interpose, c'est sûr, c'est sûr». Et en même temps, je me dis: «Mais tu t'es pas battu, tu pas capable, non, non». Je me dis: «Non, je me battrai avec la parole, je lui dirai que». Et en fait, je me rends compte, donc je réfléchis et en fait, je me rends compte que je voudrais retrouver l'état dans lequel je me suis trouvée, en fait. Je croyais avoir été assez claire sur les sensations que j'avais eues pendant l'événement. Mais en fait, là, quand je marche dans la rue, que je pense à l'injustice, je sens qu'il y a un truc, heu, que j'ai envie de retrouver. Un état que j'ai envie de réatteindre. Un truc et j'ai surtout j'ai surtout aussi, dans la même seconde, j'ai la sensation que je sais déjà que je ne retrouverai jamais cet état. Je ne la rapprocherai jamais. Alors que c'est pas un sentiment de puissance, c'est un sentiment de pleine, sensation, voilà. J'ai un sentiment de pleine sensation de mon corps. Je sens que j'ai envie de regoûter à ça et je me dis que, bah, si je m'interpose et que, in fine, ça se passe mal, bah, peut-être que je vais me retrouver encore dans cet état.
Et voilà, et effectivement, la psychologue m'explique que c'est une émotion tout à fait normale et que c'était à ce moment-là et que c'était une manière de me protéger et que je ne retrouverai jamais cet état. Alors que c'est effectivement c'est pas une question d'être jouissif et tout ça, mais c'est on a l'impression que pendant que quelques secondes, on est au max de son corps. Les 6 mois passent et on arrive à la fin de la thérapie. Et lors du dernier entretien, la psychologue me pose 2 questions. Ce sont les 2 dernières questions. Elle me demande quelle image je voudrais garder de la résolution positive de l'agression. Et l'image que je lui donne, c'est donc je suis face à l'homme dans mon appartement. Je commence à crier, j'ouvre la bouche en grand. Ma bouche s'ouvre tellement grand qu'elle se déforme. Je crie face à lui, il ne fait rien. Et en fait, je crie et en fait, je l'avale. J'avale l'agresseur. Je le mange pas, je suis pas qu'animal, je l'avale d'un trait. Et je me sens bien. Je me sens bien parce que je reprends le contrôle. Je le digère aussi, c'est-à-dire que je digère l'événement, je digère l'agression. Et je le fais disparaître. Et il me fait pas mal aussi, c'est important. Il me fait pas mal. Et la dernière signification aussi, qui est pas la plus forte, mais c'est qu'en fait, je le garde avec moi. Et elle enchaîne donc sur la toute dernière question, qui est une question récurrente dans le cadre de la thérapie, qui est à quel niveau de perturbation vous vous sentez ? C'est-à-dire, quand on scinde l'événement en micro-événements, c'est là, de 0 à 10, vous vous sentez comment ? Et l'idée, c'est de faire évidemment descendre le chiffre. Et donc là, elle me dit, si on reprend tout à 0, comment vous vous sentez de manière globale quand vous repensez à l'agression ? Quel niveau de perturbation vous avez maintenant ? Et je dis, je suis à 2 sur 10. Et elle me dit, qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre ? Comment vous êtes bien ? Vous voulez encore le redescendre ? On peut continuer à travailler dessus. Elle me dit, et je lui dis non. Je lui dis, 2, c'est très bien. J'aime ce chiffre. Et surtout, je veux pas qu'il descende à moins. Cet épisode de Transfert a été réalisé par Gabriel Ramin. David Stank a composé la musique, Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination, et Jean-Baptiste Aubonnet au mix. Je suis Charlotte Pudlewski, et Transfert est un podcast de Slate.fr produit par Louis Média. Si vous nous découvrez aujourd'hui, ou si vous nous écoutez depuis bien longtemps, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour aller mettre des petits commentaires sympas sur iTunes, pour suivre Transfert, Louis Média et Slate sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou Twitter, et surtout pour nous envoyer des histoires, des mots d'amour, des commentaires. À très vite. C'est encore Ketevan d'Audible. Cette écoute vous a plu ? Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr.